Devant le grand jury d'RFM ce dimanche, Madiambal Diagne, patron du groupe Avenir Communication, président de l'Union internationale de la presse francophone. Il est l'invité de Babacar Fall. Plusieurs sujets. Le choix de Macky Sall pour la candidature de Benno à la prochaine présidentielle. Y aura-t-il consensus? Le scrutin de février 2024 et l'opposition, Karim Wade, Khalifa Sall et Ousmane Sonko, la démocratie et les libertés au Sénégal, la presse, les assises des médias, l'Afrique et le monde et plusieurs autres sujets. Participez à l'émission en posant vos questions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Grand Jury RFM. Madiambal Diagne face à Babacar Fall, le Grand Jury, dimanche 11h10 sur RFM. Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury de RFM. Macky Sall a finalement choisi Amadou Ba, l'actuel Premier ministre, comme le candidat de Benno Bokk Yakaar à la prochaine élection présidentielle. Est-ce le bon choix pour Benno? Bonjour Madiambal Diagne. Bonjour Babacar et bonjour à tous les auditeurs de la RFM. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais d'abord un mot sur le Maroc qui a connu un tremblement de terre vendredi soir, endeuillé par cette tragédie. Oui, c'est une tragédie effroyable. Le Maroc est un pays très proche du Sénégal, par le cœur, par la géographie, par l'histoire. Un deuil qui frappe le Maroc touche au plus haut point le peuple sénégalais. Nous manifestons notre sympathie, notre compassion au peuple marocain. Je crois que la solidarité du Sénégal et de son peuple ne leur fera pas défaut. Je crois déjà savoir que le gouvernement du Sénégal a décidé d'envoyer une équipe de secours sur place pour prêter main forte à nos frères du Maroc. Je crois que c'est la réaction naturelle du Sénégal. Nous apporterons notre soutien, notre solidarité au peuple marocain touché aussi durement. C'est vrai que c'est une catastrophe naturelle qui a frappé le pays, qui l'avait frappé peut-être en 2004 et il y avait aussi une situation beaucoup plus difficile, semble-t-il, vers 1960. Ouais. C'est des situations qui arrivent dans cette zone plus ou moins méditerranéenne. On a vu qu'il y a quelques mois, la Turquie a été frappée par un séisme aussi important et qui a fait des dégâts matériels et humains énormes. Aujourd'hui, le sort est tombé sur le Maroc. Je crois que c'est aussi une leçon de la vie. Que le Maroc, un peuple résilient, le Maroc, un peuple courageux et un peuple décidé à prendre son avenir et son destin en main, ressortira encore plus grand et mieux préparé pour faire face à l'avenir et se préparer et s'aguerrir pour des séismes du genre. Je crois que les normes de construction seront davantage respectées et les zones sismiques aussi seront certainement mieux cartographiées pour pouvoir éviter des drames humains aussi graves. Déjà 1000 morts de recensés et c'est un bilan provisoire. Je crois que c'est une hécatombe. Oui. Un avertissement aussi pour nous autres Sénégalais, que Dieu nous en préserve en tremblement de terre. Mais la façon dont on construit les maisons au Sénégal, on n'a pas besoin de séisme pour voir des bâtiments s'effondrer. Un gros problème dans le pays. Malheureusement, c'est un laxisme que nous observons dans le non-respect des normes de construction. C'est regrettable. Il y a les services compétents qui doivent faire le travail, peut-être qu'ils ne s'en acquittent pas de façon assez efficace. La rigueur fait défaut. Je pense que des situations comme ça doivent interpeller. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Le tremblement de terre, des catastrophes naturelles frappent sans avertir. Il faut bien que des pays comme le Sénégal se préparent à cela. Nous avons vu des immeubles importants tomber en pleine construction ou bien des bâtiments qui menacent ruine qu'on laisse continuer à abriter des personnes le jour où le moindre séisme, quel que soit son degré de magnitude, fera des dégâts importants dans notre pays. Que Dieu nous en préserve, mais il faudrait aussi qu'on se prépare à des catastrophes comme ça. Il ne faut pas qu'on attende que ça nous tombe sur la tête pour dire que c'est la volonté divine et qu'on se résout simplement à la fatalité. Madiambal Diagne, autant le dire tout de suite, vous sortez un nouveau livre demain.
un livre sur le président de la République. Il est intitulé « Macky Sall derrière le masque ». Pourquoi on en parle tout de suite dans votre émission? C'est parce que il y a un lien avec la dernière actualité de Macky Sall et de sa coalition Benno Bokk Yakaar. Il a choisi l'actuel Premier ministre Amadou Ba comme le candidat de Benno à l'élection présidentielle de février 2024. Et dans ce livre, vous écrivez que Macky Sall a choisi Amadou Ba et qu'il vous l'avait confié, qu'il avait même dit à Amadou Ba. Absolument, je le confirme. C'est dans le livre qui va sortir donc dans quelques heures. Je crois que c'est une information que nous détenions depuis longtemps. Le président Macky Sall nous avait mis dans la confidence. Et effectivement, je l'ai écrit dans le livre. Il en avait parlé à Amadou Ba. Et tenez-vous bien que ce n'est pas une histoire d'un mois, 2 mois. C'est une histoire d'années. Au lendemain de la présidentielle de 2019 et même avant la présidentielle de 2019, le président Macky Sall était dans une logique de ne pas être candidat pour l'élection de 2024 et avait pensé qu'Amadou Ba porterait mieux les couleurs que quiconque. Parce qu'il y a un chapitre que j'aperçois dans le livre, vous dites le troisième mandat, une intention prêtée. Justement parce qu'on lui a prêté cette intention qui n'a jamais été dans la tête du président Macky Sall. En tout cas, pour ce que j'en sais et les témoignages que j'apporte dans ce livre, indique de façon éloquente que le président Macky Sall s'est toujours préparé à passer la main à la fin de son mandat en 2024. Et depuis cette date, il avait commencé à se préparer, à choisir dans son camp quelle est la personne la mieux habilitée pour porter les couleurs de son parti, continuer l'action qu'il était en train de mener à la tête du Sénégal. Et j'ai expliqué aussi dans ce livre que le choix de nommer Amadou Ba Premier ministre procédait de ce choix de lui léguer le pouvoir après la fin de son mandat. Donc, c'est expliqué clair dans le livre que c'est un choix mûri, longuement mûri et réfléchi par le président Macky Sall, qui peut-être ne l'a pas partagé avec le grand public, parce que comme il l'a dit, s'il avait annoncé ça dès le début, peut-être qu'il aurait un problème de gouvernabilité du pays, ou bien peut-être des ambitions allaient s'exprimer à tort et à travers. Vous avez même vu dernièrement comment les gens se sont étripés pour la candidature, mais de façon objective. Le président a fait un choix de raison, un choix d'efficacité, un choix d'électabilité d'un candidat. Il a considéré, à force d'arguments et à avoir pesé le pour et le contre, et à sous-peser les chances des uns et des autres, il considère que le candidat idéal pour Benno Bokk Yakaar, c'est Amadou Ba, et il l'a choisi. Vous dites dans votre livre qu'il a décidé depuis longtemps, qu'il avait même dit à vous, à Amadou Ba. Quand est-ce qu'il vous a fait ses confidences à vous et à Amadou Ba? Moi, pour ce que je m'en rappelle, en 2018, on a eu cette discussion-là. Et je reviens sur ça dans le livre. Au lendemain de la présidentielle de 2019, il a répété cette confidence, ou bien ce projet, ou cette intention, ou cette volonté. À la nomination de Amadou Ba, il avait dit « Amadou Ba, Premier ministre, il pourra continuer en 2024 quand je ne serai plus là ». Je crois que c'était clair. Dans sa tête, c'était clair pour ce que j'en sais, que le président avait fait ce choix-là depuis lors. Maintenant, ce n'était pas un choix à rendre public parce que c'était dans le sceau de la confidence. Aujourd'hui, j'en ai parlé dans un livre et j'avais pris la précaution de surseoir à la parution du livre jusqu'à ce que le président Macky Sall annonce son choix. Je ne voulais pas lui brûler la politesse. C'est pour ça que le livre était prêt. On l'a mis en imprimerie et on l'a gardé sous le boiseau en attendant de pouvoir laisser au président de la République le soin d'annoncer publiquement son choix qui confirme ce que nous avions annoncé dans ce livre. Vous dites, s'il n'a pas dit au grand public qu'il n'allait pas se représenter, le problème de la gouvernabilité de la cohésion dans Benno allait être menacé, d'accord, il n'a pas déclaré sa candidature. Après, il dit qu'il va choisir. Il a reçu mandat de son parti et de sa coalition de choisir. Et ce choix-là, il a quand même pris un peu de temps. C'est seulement 2 mois après, ou un peu plus, qu'il a annoncé enfin le nom de Amadou Ba. Pourquoi ça a pris tout ce temps-là? Non, ça a pris ce temps parce que le président cherchait à mettre tout le monde d'accord. Cherchait à ce que les gens puissent aller ensemble, chercher à gagner ensemble. Donc vous avez vu toutes
disons, les conciliabules qu'il y a eu autour du choix de ce candidat, les auditions qui ont été, les appels à la raison, les appels au consensus, les appels à la solidarité, qui ont été entendus par certains, qui n'ont pas été entendus par d'autres. Il y a aussi de nouvelles candidatures ou des velléités de candidatures qui se sont manifestées ça et là. Il fallait peut-être aussi permettre à l'opinion publique de s'en pénétrer et peut-être de se faire une opinion. Je crois que l'attente de ces 2 mois-là a été très instructive ou positive par rapport au choix d'Amadou Ba. Les candidatures sont déclarées, l'opinion publique a réagi par rapport aux différentes candidatures. Et je pense que la réaction de l'opinion publique a validé ou invalidé certaines candidatures. Et ça a été un baromètre, ou bien peut-être ça a été un instrument de mesure. Est-ce que Macky Sall n'a pas douté un peu de son choix qu'il avait déjà partagé avec Amadou Ba d'en faire le candidat de Benno? Est-ce que, avec les velléités, les intentions des uns et des autres, à un moment, il n'a pas douté un peu? Non, je pense que c'est un choix mûrement réfléchi, décidé et définitif dans la tête du président. Autrement, il ne l'aurait pas annoncé à Amadou Ba lui-même ou à d'autres personnes, bien avant qu'on en arrive à cette échéance-là. Maintenant, il dirige un groupe, il a cherché à faire le consensus, il a cherché à faire l'unité autour du choix qu'il allait faire, il a décliné des critères en indiquant aussi la direction du vent, parce que quand on écoute le président, on savait où est-ce qu'il allait. Il disait que moi, je cherche le candidat de la raison. Je cherche le candidat de l'efficacité, le candidat à même de pouvoir conduire une action gouvernementale, parce qu'un gouvernement ou chef d'État, c'est pas peut-être... En résumé, le candidat qui peut gagner. Le candidat qui peut gagner, mais aussi le candidat qui peut continuer son programme et qui a fait des preuves. Parce que aussi, souvenez-vous que de 2014 à 2019, Amadou Ba a été le ministre des Finances qui a fait les meilleurs résultats du Sénégal sur le plan économique. C'est lui qui a conduit le programme Sénégal émergent, qui l'a couvé avec les équipes techniques des différents ministères, mais qui l'a porté et qui a pu amener ce programme-là au niveau de la communauté internationale, qui l'a en quelque sorte plébiscité et qui a donné les moyens de pouvoir conduire cette politique gouvernementale définie par le président Macky Sall. Et donc, sans doute sous l'autorité d'un homme qui s'appelle Mohamed Boun Abdallah Dionne, qui a été le Premier ministre. Oui, certainement. Qui a duré au poste. Absolument. L'un des candidats à la candidature de Benno. Pourquoi Amadou Ba et pas Mohamed Boun Abdallah Dionne? J'ai expliqué dans le livre que le candidat de Mohamed Boun Abdallah Dionne, c'était peut-être un candidat auquel je n'accordais pas du crédit. Ah bon, pourquoi? Non, je l'ai expliqué parce que je ne voyais pas le président Macky Sall choisir Mohamed Boun Abdallah Dionne. Pourquoi? Je trouve qu'il a compris les limites de Mohamed Boun Abdallah Dionne en décidant de supprimer le poste de Premier ministre. Mohamed Boun Abdallah Dionne a été Premier ministre. Le président de la République s'est rendu compte de l'inefficacité ou de l'inutilité du poste de Premier ministre au point de le supprimer. Je crois que si vous ne donnez pas un poste de Premier ministre à quelqu'un, vous considérez que ce n'est plus nécessaire, vous supprimez ce poste-là. Ah non, ça Madiambal, Macky Sall, il a supprimé pour justement ne pas ouvrir la guerre de succession, peut-être. Non, enfin, c'est ce qu'il vous a dit? Alors, il vous a dit qu'il a supprimé parce que Mohamed Dionne est inefficace? Non, mais juste, je vous dis qu'il a supprimé le poste de Premier ministre parce que Mohamed Dionne ne répondait plus aux attentes que le président se fixait. Et c'est dans le livre. Je vous rappelle des anecdotes, des discussions que nous avons eues sur cette question. C'est documenté, c'est chiffré. Non, mais bien sûr. Je vous renvoie au livre. Donc, Mohamed Boun Abdallah Dionne n'a pas été satisfaisant pour le président de la République jusqu'au point que le président de la République supprima le poste de Premier ministre. Maintenant, si vous vouliez, dans l'esprit ou si on réfléchit par l'absurde, que le président aurait été satisfait malgré tout, il supprime le poste de Premier ministre. S'il fait revenir le poste de Premier ministre, pourquoi il n'a pas fait encore appel à Mohamed Dionne? Il est allé chercher Amadou Ba. Il aurait pensé à lui quand il a restauré la primature. Ah, mais il aurait pu, s'il était content de Mohamed Dionne, il aurait dû repenser à lui pour le faire revenir, comme Abdou Diouf l'avait fait avec Habib Thiam. Pourquoi Macky Sall ne l'a pas fait? C'est parce que justement, il considérait que l'impulsion ou la coordination de l'action gouvernementale qu'il espérait, qu'il attendait, par rapport à ses ambitions pour le Sénégal, ne pouvait plus être assurée par Mohamed Dionne. Et ça, c'est ce que je peux vous dire sur le fonctionnement du gouvernement. Mais entre-temps, il y a eu beaucoup de choses que je dis dans le livre qui se sont passées entre eux deux. Entre Mohamed Dionne et Macky Sall. Donc je vous dis, et je suis formel, je vous avais dit dans le livre, et je l'ai écrit, qu'il n'était pas question pour Macky Sall de prendre Mohamed Dionne. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Non, mais vous savez... De vieux collaborateurs Non, un vieux collaborateur... Oui, il y a eu des hauts et des bas.
Il y a eu des moments d'amour et de désamour. Et ils se sont quittés sur des moments de désamour. Tout comme avec Amadou Ba, du reste, qui était sorti du gouvernement à un moment. Oui, et qui était sorti du gouvernement pour des raisons que le président avait appréciées. Quand il a réapprécié ces situations où peut-être sa compréhension des choses a fait revenir Amadou Ba et lui a donné un poste plus important. Il a su jouer avec les carrières des uns et des autres, Macky Sall, durant toute sa présidence là. Ah ben, tout chef d'État le fait. On change les hommes selon les objectifs du moment, selon les attentes du moment et selon les ambitions qu'on peut se donner selon les péripéties de la gouvernance publique. Je ne connais pas dans l'histoire du monde un chef d'État qui n'ait pas changé de gouvernement. Au contraire, les gouvernements de Macky Sall sont plus stables que beaucoup d'autres gouvernements. Généralement, les gens disent que Macky Sall, une fois qu'il vous nomme, il vous dégomme difficilement. Et d'ailleurs, je raconte des anecdotes dans ce livre-là pour expliquer en quoi il est difficile de se séparer de gens qu'il a nommés à des fonctions. Alors, il est resté plus de 2 mois sans révéler le nom du candidat de Benno Bokk Yakaar parce que vous dites qu'il voulait... Il est resté 4 ans et demi sans révéler le candidat du nom. Depuis sa réélection, il est resté... Oui, parce que vous avez déjà confié qu'il allait choisir Amadou Ba. Mais pourquoi, après sa déclaration de non-candidature en 2024, il a pris tout ce temps-là, 8 semaines, 9, presque 10 semaines sans rien dire? Parce que vous expliquez qu'il voulait faire adhérer tout le monde à cette décision, ce qu'il ne semble pas réussir. Sur notre antenne hier, Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire, a démissionné du gouvernement parce que lui-même avait l'ambition d'être le candidat de Benno. Oui, mais je ne pense pas qu'il ait été dans l'idée du président de vouloir faire l'unanimité. Je ne pense pas que l'unanimité ne soit de ce monde. Il pensait avoir un consensus le plus large possible. Un consensus ne veut pas dire l'unanimité. Aly Ngouille Ndiaye a des ambitions personnelles, il a ses raisons qui le poussent à être candidat, il veut tenter sa chance. Et c'est logique, cohérent de sa part, puisqu'il n'a pas été choisi, de chercher sa propre voie et de quitter le gouvernement. Peut-être d'autres le feront, d'autres pourront peut-être quitter d'autres strapontins ou d'autres positions au niveau de l'appareil d'État ou de l'appareil politique pour prendre leur destin en main. Mais encore une fois, je n'ai pas connaissance d'une déclaration quelconque du président qui dirait que je veux que tout le monde soit uni et qu'il n'y ait pas aucune défection. Je crois que c'est se leurrer que de vouloir croire que les gens allaient suivre aveuglément un choix du président. Il y aura des velléités de contestation, chacun s'assumera et on verra, les électeurs trancheront la question. Pas que des ministres d'ailleurs, des directeurs d'organismes publics, directeurs généraux, comme la CDC, la Caisse des dépôts et consignations, Mame Boye Diao, qui... maintient son candidature sur ces dernières déclarations. Ça ne va pas aller dans tous les sens finalement à l'emporte-pièce dans la coalition présidentielle à ce rythme. Bon, mais écoutez, vous avez parlé de Aly Ngouille et de Mame Boye Diao. Qui d'autre? Peut-être Abdoulaye Daouda Diallo ou un autre. Donc c'est 2, 3, 4, 5 personnes. Est-ce que ça, la coalition se résume à ça? Avec tout ce qui va avec, écoutez, les bases politiques. C'est pour ça que je vous dis vous savez, c'est au niveau d'une élection qu'on mesure les forces des uns et des autres. Se déclarer le plus populaire, le plus représentatif, c'est facile, surtout au niveau des médias. Mais attendons le choix des électeurs. Moi, je suis persuadé qu'une fois que le choix du président est connu, une fois que le président décide de soutenir de façon ferme et résolue son candidat, je devine ou je m'attends à ce que d'autres velléités de candidature s'estompent et qu'ils se mettent dans les rangs. C'est mon attente. Peut-être que cette attente-là va être démentie ou pas, mais je trouve logique et normal que des gens puissent afficher des ambitions. Mais une fois l'ambition, peut-être une fois qu'on réalise l'impossibilité de cette ambition-là, je pense qu'on devient plus réaliste. Que vaut Amadou Ba face aux différentes candidatures de la majorité actuelle et naturellement de l'opposition? Que pèse-t-il, lui qui, dans le fond, n'a jamais... mis en jeu son poids électoral carrément, en tout cas sur ces 11-12 ans de Macky Sall à la tête du pays. Il ne faut peut-être pas le dire. Hein. Qu'est-ce qu'il pèse? Moi, je ne saurais le dire. C'est les électeurs qui le trancheront, mais qu'il n'a jamais mis son poids électoral en jeu, si, il l'a fait. Il a conduit la liste de Benno Bokk Yakaar en 2017 aux élections législatives de Dakar, il a gagné. Il n'a pas été candidat en 2022, Benno Bokk Yakaar a perdu. Amadou Ba a été le coordinateur de la campagne pour le référendum à Dakar, Benno Bokk Yakaar a gagné.
Amadou Ba était le coordinateur de la coalition Benno Bokk Yakaar pour l'élection présidentielle de 2019. Benno Bokk Yakaar a gagné. Donc chaque fois que Amadou Ba a eu à diriger la liste de Dakar, Benno Bokk Yakaar a gagné à Dakar. Les rares fois où Benno Bokk Yakaar a perdu, c'est qu'Amadou Ba n'était pas tête de liste. C'était en 2014, c'était Mimi Touré qui était tête de liste. Benno Bokk Yakaar a été battu. Les élections locales. Les élections locales. Donc Amadou Ba n'était pas tête de liste. C'était Mimi Touré qui était tête de liste en 2014. Benno Bokk Yakaar a été battu. En 2022, aux élections locales, Amadou Ba n'était pas tête de liste. À Dakar, c'était Ablaye Diouf Sarr, Benno Bokk Yakaar a été battu. En 2022, aux élections législatives, Amadou Ba n'a pas été tête de liste à Dakar, Benno Bokk Yakaar a été battu. Donc, si on parle de poids politique, je dis peut-être qu'il y avait une dynamique unitaire ou une dynamique de victoire. Il y avait aussi le coefficient personnel du président de la République qui a joué sur ça. Mais encore une fois, si on veut être factuel, voilà les échéances électorales auxquelles il a participé et les échéances auxquelles il n'a pas participé. Il n'y a pas que Dakar dans la vie. Est-ce qu'Amadou Ba, il a cette toffe, il a cette envergure nationale, générale? Bon, oui, justement, on peut le dire des autres. Donc, il est candidat désigné par le président Macky Sall. Moi, je m'attends bien à ce que Macky Sall puisse lui faire bénéficier de son coefficient national, comme aussi il y a le coefficient personnel du candidat. Macky Sall sera certainement son directeur de campagne de fait ou de juré, et il battra la campagne pour son candidat. Je ne vois pas le président Macky Sall désigner un candidat et ne pas l'accompagner pour qu'il gagne. Ça n'aurait pas de sens. Il l'aidera à faire gagner. Et ce n'est pas risqué ça, Macky Sall. Il n'a pas que des sympathies dans le pays. Être aux côtés du candidat de Benno, un couteau à double tranchant peut-être. Enfin, moi, je considère que, vu le bilan réalisé par Macky Sall dans ce Sénégal-là, je préfère être candidat accompagné et soutenu par Macky Sall que de ne pas l'être. C'est la réalité. Parce que il n'a pas que des sympathies. Le président Macky Sall n'est pas unanime. Mais souvenez-vous qu'il a été dernièrement élu à 58% des suffrages quand il était candidat. Donc, quelqu'un qui sort élu au premier tour avec 58% me soutient, on peut avoir un gagnant Dakar. Un préjugé favorable. Donc, c'est vous dire simplement que le coefficient personnel... Il s'est tellement passé de choses depuis. Entre-temps... Non, il s'est passé des choses. Mais oui, il s'est passé des choses. Dans l'opposition, il s'est passé des choses. Dans le Sénégal, il s'est passé des choses. Dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Aux élections locales qui ont été perdues, ou législatives qui ont été perdues par Benno Bokk Yakaar, il y avait une division de Benno Bokk Yakaar, parce que peut-être les rangs n'étaient pas serrés. Ce n'était pas Macky Sall qui était candidat, c'était les autres qui étaient candidats. Aujourd'hui, Macky Sall n'est pas candidat. Il y avait peut-être des velléités de contestation de Macky Sall sur une question de supposé troisième mandat. Parce que tout l'argumentaire, tout le rejet ou toute l'opposition manifestée à l'endroit de Macky Sall, ce n'était pas son exercice de la gouvernance du pays. Ce n'était pas ses projets, ce n'était pas ses réalisations. Les gens n'avaient qu'un seul discours, Macky Sall ne doit pas avoir un troisième mandat. Donc ce qui lui en voulait, c'était contre le troisième mandat. Maintenant qu'il n'est pas candidat, donc ceux qui n'avaient que le troisième mandat comme argument... Et du coup, vous réduisez l'impact Ousmane Sonko dans ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois dans le pays. Ces tensions-là... les affaires judiciaires qui concernaient Ousmane Sonko... Mais vous croyez qu'Ousmane Sonko peut changer le destin de ce pays-là? S'il pouvait le faire, il est en prison depuis combien de temps? Le pays est devenu tranquille depuis qu'il est en prison? Si c'était quelqu'un de puissant, de fort, qui peut changer le destin du pays, je crois que le pays ne serait ingouvernable, comme lui-même l'avait annoncé. L'État reste en alerte. On a vu le dispositif toujours maintenu presque dans la crainte de nouvelles manifestations. Babacar, soyons sérieux. Tu ne vas pas tranquillement à tes occupations. Est-ce que tu as vu des armées de blindés pour garder le pays? Non. Les Sénégalais vont tranquillement à leurs occupations. Depuis que Ousmane Sonko est en prison, le Sénégal est en paix. Si Ousmane Sonko était si puissant et si fort pour empêcher la gouvernementalité du pays, mais aujourd'hui le pays ne serait pas tranquille. C'est pendant que Ousmane Sonko est en liberté que le pays n'est plus tranquille. Il y a eu des morts parce que Ousmane Sonko était dehors et appelé à l'insurrection et provoquait les gens et jetait les foules dehors. Aujourd'hui, qu'il n'a plus cette possibilité, le pays est tranquille. Vous êtes un ancien professionnel de la justice, tenez compte au mot de la présomption d'innocence. Personne n'a dit le contraire. Il a été déjà condamné pour une infraction par une décision de justice qui n'est pas encore définitive. Respectons cela. Il est poursuivi dans une procédure judiciaire. Il est en détention provisoire dans une procédure judiciaire. C'est tout à fait conforme à la légalité. La détention provisoire, c'est une mesure de justice qui s'impose selon l'appréciation du juge de la loi. Si le juge considère... Parce qu'une détention provisoire, elle s'explique pour quelle raison?
par rapport à la gravité des infractions poursuivies. Ousmane Sonko a commis ou bien est accusé des infractions les plus graves dans une république. Appelé à un coup d'État, il l'a dit publiquement haut et fort et signé dans cette déclaration de son parti le 1er juin 2023. Vous ne me direz pas le contraire. Il a demandé à l'armée de prendre le pouvoir. Ça, c'est le crime le plus grave dans une république. Il a appelé à l'insurrection. C'est le crime le plus grave dans une république. Il a appelé à attaquer les institutions de la République, à attaquer le président de la République démocratiquement élu et de le sortir du palais par la force. C'est un crime le plus ignoble et le plus grave dans une république. Il a appelé à dépecer le président de la République comme on a fait à Samuel Doe. C'est le crime le plus grave dans une république. Donc, si on prend simplement le critère de gravité de l'infraction, il y a la nécessité de le mettre en prison. Si on prend d'autres critères qui justifient une détention provisoire, c'est quoi? C'est la préservation de l'ordre public. Aujourd'hui, le juge peut décider de mettre quelqu'un en détention provisoire pour préserver l'ordre public. Ça, c'est l'appréciation du juge. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis que Ousmane Sonko est en prison, le pays est tranquille. Donc, si le juge a apprécié la nécessité de placer Ousmane Sonko sous détention provisoire pour préserver l'ordre public, il a bien joué et ça lui a réussi. On peut aussi préserver la sécurité de quelqu'un ou le protéger contre lui-même ou contre les autres en le plaçant sous détention provisoire. Si ce critère-là aussi a été mis en avant par le juge, il a bien apprécié parce qu'aujourd'hui, Ousmane Sonko est devenu un danger pour le Sénégal, un danger pour lui-même. Et il est arrivé à une situation où peut-être d'autres qui n'étaient pas d'accord avec Ousmane Sonko auraient pu s'en prendre à lui. Donc je crois que même ne serait-ce que pour sa sécurité personnelle, le juge aurait bien apprécié de le classer en détention provisoire. Donc, il n'y a rien, absolument rien d'anormal ou d'illégal dans ce qui s'est fait. Et je vous dis une chose, c'est justement le fait de pouvoir questionner cela qui peut donner l'impression de chercher à donner un statut particulier à Ousmane Sonko différent des autres Sénégalais. Je vous donne un exemple très simple et je vais finir par là. Est-ce que Ousmane Sonko est plus important que le président Donald Trump? Pour les mêmes faits dont Ousmane Sonko a été placé en détention en Géorgie il y a moins d'un mois. Il a dû sortir de prison parce qu'il a payé une caution comme le prévoit la loi américaine. Est-ce que Ousmane Sonko est plus important que Donald Trump? Est-ce qu'il est plus important que vous autres ou tout autre Sénégalais qui est en détention parce qu'il a commis des faits moins graves que ceux commis par Ousmane Sonko? Je ne le pense pas. Donc c'est pour ça, je considère que toutes choses égales par ailleurs, que les citoyens sont égaux devant la loi, le juge a apprécié souverainement sur la base de faits factuels que personne ne peut contester. Il n'y a pas un Sénégalais qui peut se mettre devant la face du monde pour dire qu'Ousmane Sonko n'a pas appelé à un coup d'État. Il y a beaucoup d'appels. Il n'y a pas un Sénégalais qui peut se mettre devant la face du monde pour dire qu'Ousmane Sonko n'a pas appelé à tuer le président Macky Sall, démocratiquement élu par les Sénégalais. Il n'y a pas au Sénégal quelqu'un qui peut se mettre devant les autres citoyens pour dire qu'Ousmane Sonko n'a pas appelé à l'insurrection. Et vous voulez que quelqu'un comme ça fasse des actes comme ça et qu'on le laisse impuni? Moi, je ne le pense pas. Vous évoquez ces faits graves ou pas? C'est selon... Grave. Non, oui. Je ne le discute pas. Ce sont des faits graves. Et je veux qu'on s'entende sur ça. Je ne saurais vous laisser dire ou mettre en cause la gravité de faits comme ça. Si aujourd'hui, vous pouvez me dire que les faits n'ont jamais existé, je peux vous le concéder. Mais si c'est entre les mains de la justice, on laisse la justice apprécier aussi. Non, on laisse la justice faire son travail, mais nous aussi, nous sommes des journalistes. Vous avez vos vidéos, vous avez vos images. Si aujourd'hui, vous pouvez contester un seul instant que Ousmane Sonko n'a pas dit ces choses-là, je peux vous le concéder. Mais dès l'instant que vous acceptez qu'il a dit ces choses-là, je considère qu'il faut qu'on accepte quand même la gravité de ces faits et qu'on ne doit pas le discuter. Il y en a qui appellent à sa libération. Il avait entamé une grève de la faim pendant plusieurs jours, grève de la faim à laquelle il a mis fin. Que pensez-vous de ces appels à la libération d'Ousmane Sonko, de l'opposition de la société civile et même sur des organisations sur l'international? Bon, mais écoutez, je crois que la détention est l'exception, la liberté, c'est la règle. Mais l'exception, c'est imposé dans le cas d'espèce. On ne souhaite à personne d'aller en prison. Mais s'il y a nécessité de mettre quelqu'un en prison, on le mettra en prison. Ceux qui appellent à l'international, est-ce que l'un d'entre eux est prêt à répéter dans son propre pays les propos tenus par Ousmane Sonko? Personne. Personne ne le fera dans son propre pays. C'est facile de faire une déclaration de principe en disant qu'il faut le libérer. Mais il faut libérer qui et quelle est la personne dont on demande la libération? Qu'est-ce que cette personne a fait? Moi, je veux bien que quelqu'un puisse se dire ce que Ousmane Sonko
ce pourquoi il est poursuivi n'existe pas. Je veux bien qu'on me le dise, mais personne ne le dira. Personne ne prendra la responsabilité de dire en France qu'il faut aller prendre Emmanuel Macron de l'Élysée et le découper comme on a fait à Samuel Doe. Personne ne le dira, parmi ceux qui le soutiennent en France. Personne ne dira qu'il faut que l'armée française renverse le chef de l'État. Quiconque le dit en France sera en prison comme Ousmane Sonko l'est aujourd'hui au Sénégal. Je trouve quand même que c'est trop facile quand même d'avoir, disons quelque part, ce préjugé ou ce prisme occidental qui veulent faire croire que les dirigeants africains c'est tous des dictateurs et que les opposants sont les démocrates ou bien les gens à qui on doit toucher. On ne doit pas toucher. Je trouve ça inacceptable. Personne ne le ferait en France. Imaginez-vous lors des marches des Gilets jaunes. Combien de gens ont été, quand ils étaient à l'Élysée, aux Champs-Élysées, pour casser des boutiques en disant maintenant il faut aller à l'Élysée. Tous ceux qui avaient fait la déclaration ont été en prison et condamnés durement à des prisons fermes, en procédure d'urgence. Aucun homme politique français ne s'est levé pour dire qu'on ne devait pas emprisonner ces gens-là. L'attaque du Capitole aux États-Unis. Les gens ont pris 30 ans de prison pour avoir saccagé le Capitole, attaqué le Capitole. Personne ne s'est levé aux États-Unis pour dire que ce n'est pas normal. Pourquoi accepte-t-on qu'on puisse punir des infractions comme ça aux États-Unis, en France, en Angleterre ou ailleurs, ou qu'on ne devrait pas le faire au Sénégal? Madiambal Diagne, vous semblez d'ailleurs dans votre livre, l'un des chapitres, parler d'impunité. Vous semblez accuser Macky Sall d'avoir fait preuve d'impunité sur beaucoup de choses que vous jugez graves qui se sont passées dans le pays. Absolument. J'ai dit dans le livre qu'il y a eu des faits graves dans la gouvernance publique qui ont été impunis sous le régime de Macky Sall. Et j'ai mieux dit que autant Macky Sall a mis le coude qu'on lui reproche sur des dossiers concernant des gens de son camp, il en a mis des dossiers concernant l'opposition sous le coude. La gestion des deniers publics, les fonds force Covid-19 entre autres, plusieurs rapports ont pointé la gouvernance Macky Sall, mauvaise gouvernance, mal-gouvernance. Je l'ai toujours dit, je l'ai écrit, j'ai eu à me confronter avec des gens du camp de Macky Sall quand je dénonçais ces faits. Je continue à les réitérer dans le livre dont vous parlez. Donc je suis dans une position constante. Et le livre, effectivement, revient sur ces faits-là de façon détaillée et systématique pour dire que voilà des zones ou bien des points noirs de la gouvernance de Macky Sall pendant ces 12 ans. La gouvernance, oui. Sur la gouvernance, il y a quand même des problèmes sur les 11 ans de Macky Sall. Mais personne ne l'a occulté. Lui-même le dit. Moi, je le dis, vous le dites, d'autres le disent. Maintenant, une gouvernance, c'est des points positifs et des points négatifs. Maintenant, quand on fait la balance, peut-être que chacun se fera son opinion. Je n'occulte pas les performances de Macky Sall. Je n'occulte pas ses réussites. Je les salue même. Je mets aussi de côté ses travers, ses ratés. C'est un livre, ce sont des confidences, des anecdotes. Vous parlez aussi de la première dame qui a empêché, selon vous, la démission d'Abdoul Mbaye, le premier ministre de Macky Sall, chef de l'État. Ça nous amène à parler de l'influence de la première dame, de la belle famille du président public, dans sa gouvernance, dans sa présidence. Est-ce que Marième Faye Sall, la femme de Macky Sall, a posé de son poids dans des décisions majeures prises par le président de la République? Mais écoutez, toutes les premières dames au monde parlent à leur mari, pèsent sur leurs décisions. Qu'elle soit première dame d'État ou première dame chez vous-même. Vous parlez avec votre épouse, vous échangez avec votre épouse. Et je crois qu'il est important de tenir compte de l'avis de son épouse. Parce que généralement, les femmes, elles voient ce que nous ne voyons pas, nous autres les hommes. C'est par leur intuition, par leur intelligence sociale. Elles peuvent aussi pousser à prendre des décisions dangereuses. Justement, je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire, mais on ne peut pas reprocher à un homme d'écouter sa femme ou d'associer sa femme dans ses choix les plus importants. Donc je crois que ce postulat-là, il faut qu'on le règle. Maintenant, il y a quelque chose d'important. Dans le livre, je vous fais une confidence de Macky Sall qui dit qu'il n'est jamais bon de mêler la famille dans les affaires de l'État. Et je tiens aussi à faire une précision. Parce que quand je dis confidence, quelqu'un qui l'écoute peut se dire, mais écoutez, il est en train d'étaler sur la place publique des confidences faites par un chef d'État. La motivation de ce livre est simple. J'ai trouvé que l'homme Macky Sall n'a pas été connu suffisamment de mon point de vue. Du moins, la façon dont je l'ai connu et je l'ai approché. D'où le titre Macky Sall derrière le masque. Derrière le masque. Je me suis dit qu'il faut inverser cette image-là. Il faut peut-être faire révéler le véritable Macky Sall.
en s'appuyant sur des faits factuels précis, pour étayer l'argumentaire en disant voilà ce que c'est l'homme, voilà comment il s'est comporté devant telle ou telle situation. Mais avant de le faire, j'ai pris la précaution de lui dire, Monsieur le Président, je veux écrire sur vous sur ces aspects-là. Est-ce que vous m'autorisez à le faire? Parce que je ne veux pas étaler sur la place publique des confidences d'un chef d'État. J'ai fait la même démarche avec son épouse, qui tous les deux m'ont dit, vous pouvez y aller. Et quand je l'ai fait, j'ai eu la délicatesse d'envoyer le manuscrit au président Macky Sall en lui disant, ce que nous avons discuté pendant 12 ans, voilà ce que j'en fais. Il a lu, il ne m'a demandé de changer une seule virgule de ce qui a été écrit. Donc je veux faire savoir aussi qu'il y a une démarche de loyauté et de transparence qui s'est passée. Maintenant, pour revenir à votre question, fondamentalement. L'influence de Marième Faye. L'influence de Marième Faye Sall, elle est ce qu'elle est, ou on peut l'apprécier comme on veut. Mais je revendique qu'elle a le droit, et elle le fait, en partageant son opinion avec son mari et en aidant son mari. Dans le livre, vous verrez des anecdotes de situations que Marième Faye Sall a réglées pour le compte de l'État. Pourquoi quand Marième Faye Sall dénoue des crises ou bien règle des questions positivement, ça ne gêne personne? Et qu'on veuille l'accuser de je ne sais quoi. Parce que quand on vous dit Marième Faye Sall est influente, on suppose une influence négative, mais personne ne l'était de fait. Personne ne va dire que Marième Faye Sall a mal fait faire son mari. Personne ne l'a jamais dit. Mais on veut en tenir la suspicion ou entretenir une idée fausse, comme quoi que la première dame a une influence négative. Je veux qu'on me donne des faits. Moi, je suis un journaliste, vous en êtes un de très brillant et de très reconnu sur la place. Nous parlons faits. Quels sont les faits sur lesquels qu'on peut imputer négativement à Marième Faye Sall? Je n'en connais pas. Si vous en connaissez, qu'on le dise. Mais dans le livre, je sors des faits positifs, de démarches cruciales entreprises par la première dame au bénéfice de son mari, au bénéfice de l'État du Sénégal et au bénéfice de la nation sénégalaise. Pourquoi devrait-elle s'empêcher de le faire en tant que citoyenne sénégalaise? Pourquoi ne devrait-elle pas le faire en soutenant son mari, de président de la République? Parce que toute personne, toute femme veut la réussite de son mari. Comme tout homme doit vouloir la réussite de sa femme. Donc voilà la réalité. Moi, j'illustre toutes les circonstances par des faits précis, des anecdotes. Parce qu'encore une fois, c'est très difficile à un certain niveau de l'État. Je l'ai même dit quelque part dans le livre en disant qu'en approchant le président Macky Sall et sa gouvernance pendant ces dernières années, j'en suis arrivé à être indulgent avec un chef d'État. J'en suis arrivé à être indulgent avec un chef d'État comme Macky Sall, indulgent avec un chef d'État comme Macky Abdoulaye Wade ou indulgent avec un chef d'État du monde. Parce que ce n'est pas toujours ce que l'opinion publique peut retenir qui se passe et que le chef de l'État ne peut pas se mettre à s'expliquer ou à se justifier. Et malheureusement, il s'emmure dans un silence qui n'est pas compris et qui est mal exploité. Dans ce livre, moi, je parle de la posture de Macky Sall et de Marième Faye Sall durant l'arrestation de Karim Wade. Est-ce que les Sénégalais le savent? Qu'est-ce que Macky Sall n'a pas fait sur le dossier Khalifa Sall, par exemple, pour le sortir de prison? Qu'est-ce qui n'a pas été tenté pour... Après l'avoir envoyé en prison. Justement, parce qu'effectivement, il y avait une situation politique, une situation de fait qui nécessitait... Là, c'est grave, si c'est pour des raisons politiques qu'il a envoyé Khalifa Sall. Non, quand je dis une réponse politique... C'est un aveu. Non, c'est pas un aveu. Non, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Quand, par exemple, Khalifa Sall gère une collectivité locale, une inspection générale d'État est allée faire une enquête et a répertorié des faits graves de travers dans la gestion que Khalifa Sall n'a jamais contesté. Que cette procédure judiciaire est ouverte. On ne doit pas traiter Khalifa Sall comme on traite les autres citoyens sénégalais. Mais justement, la justice est passée. Et quand la justice est passée, le président de la République a des prérogatives qui lui permettent de pouvoir en tirer des conséquences. Je vous dis, par exemple, quand le président Macky Sall décidait de gracier Khalifa Sall, mais j'ai fait partie des premières personnes qui l'a appelé pour me dire je vais le faire. Et j'ai été avec un proche de Khalifa Sall, je lui ai passé la communication avec le président, que le président lui a annoncé la nouvelle lui-même. Donc c'est vous dire qu'il n'y a aucune animosité dans cette situation-là. Mais il y avait une situation qu'il faut gérer selon les règles et les procédures de l'État. Et je le révèle ici. Quelles sont les démarches que le président Macky Sall a entreprises avec Abdou Aziz Sy Al Amin, que Dieu ait son âme, pour sortir Khalifa Sall du pétrin? L'obstination ou l'autisme de Khalifa Sall lui a été fatal à ce moment-là.
Et je le rappelle, dans des circonstances, de façon circonstanciée. Il a été révélé que Macky Sall voulait que Khalifa Sall rejoigne la coalition présidentielle. Abdoulaye Bathily a fait la confidence. Il avait dit à Macky Sall de ne pas l'envoyer en prison. Il l'a fait. Beaucoup disaient à l'époque que c'était l'échec de sa tentative de le faire venir dans le camp présidentiel qui lui a volé la prison. Est-ce que ça, vous êtes dans les confidences? Non, je n'ai pas assisté à la discussion entre Abdoulaye Bathily et Macky Sall. Je vais être très clair. Mais j'ai eu des discussions avec Macky Sall sur ce dossier Khalifa Sall. Et d'ailleurs, j'en rapporte dans le livre. Je vous dis qu'en 2014, Macky Sall ne voulait même pas d'un candidat de Benno Bokk Yakaar autre que Khalifa Sall à Dakar. Je le dis dans le livre. Donc, il n'y a jamais eu d'animosité quelconque. Maintenant, ce que Abdoulaye Bathily a pu dire avec Macky Sall, comment ils se sont parlé, je ne le sais pas. Moi, je ne peux parler que de ce que je sais. Donc, et de ce point de vue-là aussi, je vois le parti pris manifesté par Abdoulaye Bathily pour Khalifa Sall contre Macky Sall. Donc, je peux avoir des réserves sur ce que peut vous dire sur cette question. On parlait de la première dame. A-t-elle eu une opinion sur la désignation d'Amadou Ba comme candidat de Benno à la présidentielle de 2024? Mais oui. Elle a eu son mot à dire. Non, mais de toute façon, pour ce que j'en sais, la première dame, effectivement, soutient Amadou Ba de façon constante et a été très positive à l'égard d'Amadou Ba. Je les illustre par des faits dans le livre. Amadou Ba, la première dame, a régulièrement battu campagne avec Amadou Ba chaque fois qu'Amadou Ba était sur le terrain politique à Dakar. Elle ne l'a jamais fait avec un autre candidat qui dirigeait les listes à Dakar. C'est des faits. Oui, on a vu. C'est des parcelles, à Grand Yoff. Non, c'est des faits. Donc, chaque fois qu'Amadou Ba était sur le terrain en battant campagne, la première dame était à ses côtés. Elle ne l'a jamais fait pour un autre candidat de Benno Bokk Yakaar à Dakar. Je crois que ça aussi, ça mérite d'être souligné. Et je vous rappelle que quand le président Macky Sall avait décidé, lors d'un remaniement ministériel après la présidentielle de 2019, de scinder le ministère des Finances en deux, je trouve que le président avait certainement du scrupule à donner une moitié du ministère à Amadou Ba et avait voulu l'envoyer ailleurs. Il lui avait proposé un ministère, en l'occurrence le ministère du pétrole, que Amadou Ba redoutait, plus ou moins, du fait d'une dépendance trop marquée de ce ministère-là au ministère des Finances. Et la première dame a joué de son influence et de son entregent pour permettre à Amadou Ba d'aller aux affaires étrangères. Ils ont tenu les meilleurs rapports possibles. Il est arrivé au moment où Amadou Ba n'était pas au gouvernement. L'une des rares personnes avec qui Amadou Ba communiquait en dehors du président, c'était avec la première dame, qui lui a envoyé des émissaires et qui recevait des émissaires d'Amadou Ba ou bien qui le rencontrait. Donc ça, je le dis en connaissance de cause pour l'avoir vécu directement. Donc c'est vous dire, encore une fois, il ne faut pas qu'on ait des idées reçues. Parce qu'à un moment, on a voulu faire croire que la première dame était contre la candidature d'Amadou Ba. Je l'ai vu dans la presse, je l'ai vu dans certains réseaux sociaux. Je m'insurge contre cela. Voilà, de mon point de vue, et à mon niveau de connaissance, ce que je peux vous dire sur cette question-là. Donc, je ne vois pas d'histoire ou de problème. Je ne dis pas qu'il peut y avoir peut-être des désaccords entre toutes les relations humaines. Est-ce que si Amadou Ba gagne l'élection présidentielle 2024, il n'aura pas sur lui la pression, l'ombre de la famille de Macky Sall, de sa belle famille, à ce rythme? En quoi la belle famille de Macky Sall peut peser sur la gouvernance d'Amadou Ba? En quoi? Amadou Ba, président de la République, qu'est-ce que la belle famille de Macky Sall aura à voir dans la gouvernance d'Amadou Ba? On a l'impression qu'ils veulent toujours être dans le jeu politique. Mais écoutez, s'ils veulent être dans le jeu, cela ne leur donne ni titre ni droit. Ça ne peut pas amener des problèmes, ça. Quel problème? Est-ce que Macky Sall, après l'élection présidentielle, il va se mettre dans son coin? Est-ce qu'il ne va pas faire de l'ombre à son successeur? Si Macky Sall avait l'intention, il chercherait à être président de la République du Sénégal. Il n'en a pas voulu. Oui, d'accord. Il a fini avec ça. On le sait. Est-ce qu'il ne va pas faire de l'ombre à son successeur? Mais pourquoi voulez-vous qu'il fasse de l'ombre à son successeur? Est-ce qu'il ne voudrait pas continuer à tirer les ficelles? Je vais vous dire, est-ce que Abdoulaye Wade a fait de l'ombre à Macky Sall? Ils ne sont pas du même camp. Ils ne sont pas du même parti politique. Non, un autre exemple alors. Est-ce que Senghor avait fait de l'ombre à Abdou Diouf? Non, Senghor n'a jamais fait de l'ombre à Abdou Diouf. Senghor, en quittant le gouvernement, en quittant la présidence de la République du Sénégal, avait décidé d'aller s'installer en Normandie. Il n'a jamais fait le souhait de rester au Sénégal. Donc,
c'est pas Abdou Diouf qui l'a sorti du pays. C'est de son propre chef, de son propre grec qu'il était parti en Normandie. D'autres histoires sont racontées autour de cet épisode-là, de cette période de l'histoire du Sénégal, comme quoi Senghor, de la Normandie, voulait aussi un peu tirer les ficelles et Abdou Diouf l'a refusé. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens que Senghor veuille tirer les ficelles d'un gouvernement autre. Et puis pourquoi voulez-vous que ce qui s'est passé il y a 30 ans ou 40 ans puisse se reproduire ici? Il y a eu l'évolution, le monde a évolué. Et moi, je ne vois pas Macky Sall, honnêtement, se mettre après à regarder dans le rétroviseur pour chercher à gêner un chef d'État qui l'aura remplacé. Non, honnêtement, ce n'est pas dans sa culture. Non, ce n'est pas dans sa culture. Je vous donne un exemple. Macky Sall, il a été maire de Fatick. Quand il a démissionné de la maire de Fatick... Macky Sall, ce n'est pas le prophète, hein, il a ses tares. Non, mais personne n'a dit qu'il c'est un prophète. Personne ne l'a dit. Ou bien vous voulez lui donner des attributs de prophète. Moi, je ne l'ai jamais dit. Si maintenant vous pensez que c'est un prophète, vous le dites. Mais je vais simplement vous dire, honnêtement, je ne le vois pas aller dans ces petits jeux. Si vraiment il tenait à rester au pouvoir, il a la possibilité légalement de déposer une candidature et de chercher à être président. Que les Sénégalais lui donnent ou pas, il ne l'a pas cherché. Ça aurait été risqué. Ouais. Non, mais non, on ne peut pas savoir. Alassane Ouattara a déposé une candidature qu'on avait dit risquée, qui allait mettre le pays à feu et à sang. Il est président de la République, il est tout à fait légitime. Il y a eu plusieurs dizaines de morts sur la troisième candidature d'Alassane Ouattara. Ici, il y a plusieurs dizaines de morts du fait de turpitude sexuelle de Ousmane Sonko. Donc, il y aura toujours des morts. Est-ce que la candidature de Macky Sall a fait un mort? La supposée ou l'intention qu'on lui a prêtée n'a jamais fait de mort. Pourtant, d'autres situations politiques ont provoqué des dizaines de morts dans ce pays. Madiambal Diagne, président du groupe Avenir Communication, groupe de presse qui édite le journal Le Quotidien. Vous êtes le président également de l'Union internationale de la presse francophone. Vous êtes l'homme de la semaine, en tout cas pour les journalistes, pour ce que vous avez fait hier. Vous avez remis des clés de maisons à vos employés, une trentaine de villas dans la région de Dakar que vous avez acheté 12 millions, que vous leur vendez 6 millions payables en 10 ans. Cette politique dans une entreprise de presse, comment avez-vous fait déjà? Bon, mais écoutez, c'est simple. Moi, j'ai toujours eu ce projet de chercher à aider les gens à acquérir la propriété foncière. J'ai eu à lancer des programmes en 2004, à la naissance du quotidien. Ensuite, en 2006, en 2015, ça n'a pas été suivi parce que le niveau d'endettement ou bien le prix des villas était prohibitif pour le personnel. La solvabilité des salariés. Exactement. Maintenant, j'ai trouvé une opportunité. C'est quoi? Le programme des 100 000 logements initié par le président Macky Sall, qui permet, par exemple, une maison qui coûte 27 millions de l'avoir à 12 millions. C'est ça la réalité. Le programme des 100 000 logements permet d'acheter une maison dont le prix réel c'est 27 millions ou 30 millions, qu'on l'ait à 12 millions. Parce que l'État prend en charge les VRD, prend en charge la fiscalité, prend en charge d'autres postes qui grevaient ou bien qui renchérissaient le coût de la villa. Donc, j'ai ici une bonne occasion. Donc, je me suis jeté sur cette opportunité-là pour mon personnel. Donc, maintenant, le personnel... D'autres avaient peur des engagements, mais il y a une politique sociale qui profite à l'entreprise de mettre les gens dans les bonnes conditions. Il y a une subvention que nous avons décidé d'accorder de 50%, ce qui fait que la maison qui coûte 12 millions revient au travers à 6 millions. On ne peut pas demander à un travailleur cash de payer 6 millions, on le demande de le payer par mensualité, sur une période la plus douce possible, de 10 ans. En raison donc de 50 000 francs par mois. Est-ce que les autres patrons de presse, ils peuvent faire comme vous? Mais il y en a qui sont, depuis que cette histoire-là a été lancée, il y en a qui sont approchés de moi. Je les ai mis en relation avec le promoteur et je pense que ça va faire des émules dans le secteur de la presse. Il y a de nombreux patrons de presse aujourd'hui qui se sont dit, voilà une belle opportunité, on va en faire profiter nos travailleurs. Donc, c'est vous dire simplement que il suffit simplement de commencer pour que ça puisse susciter des vocations ou des exemples. Merci, Madiambal Diagne. Le prétexte de cette invitation, on va le dire, on va être honnête, c'était la sortie de votre nouveau livre, Macky Sall, derrière le masque, livre dans lequel vous révélez que Macky Sall vous avez confié à Amadou Ba qu'il sera le candidat de Benno Bokk Yakaar à la prochaine élection présidentielle. Révélation confirmée hier lors d'une rencontre au palais présidentiel. Merci
Votre livre, il sort dans quelques heures, donc c'est lundi, édité par les éditions Le Quotidien. Absolument. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis aussi. Abdou à la régie. Restez avec nous, le programme continue. Le grand jury la semaine prochaine. Bonne fin de week-end à tous.